Dans un article publié dans le Journal of Financial Economics, Flood, Lee et Skinner proposent une analyse fouillée de l'évolution des politiques de distribution suivies par les entreprises américaines au cours des 30 dernières années. Au-delà de constats déjà bien documentés, comme celui de la très forte augmentation des rachats d'actions, qui sont devenus aussi importants que les versements de dividendes, ils avancent dans des directions nouvelles. Berger fournit dans un article publié dans le Journal of Financial Economics de nouveaux résultats concernant les liens entre les rachats d'actions effectués par les entreprises et la liquidité des marchés des titres. Il s'agit tout à la fois de s'intéresser aux effets directs de ces opérations sur la liquidité et aux stratégies suivies par les entreprises dans leur mise en œuvre. Cette étude s'inscrit dans un courant important de la littérature financière qui aborde la question de savoir si ces entreprises procurent de la liquidité au marché ou, au contraire, en demandent lorsqu'elles rachètent leurs propres actions. D'un point de vue empirique, la question est difficile à trancher du fait des problèmes d'endogénéité. Des facteurs non identifiés peuvent affecter à la fois la décision d'exécution du rachat et la liquidité. Aussi, les évidences empiriques sont souvent entachées de faiblesses au plan méthodologique et les résultats sont contradictoires. L'intérêt de cette étude est de montrer que ces interventions des entreprises ne réduisent pas la liquidité du marché des actions. Les auteurs rappellent que les études existantes soutiennent des conclusions contradictoires. Les rachats d'actions réduiraient la liquidité en France ou à Hong Kong, alors qu'ils auraient un effet positif au Canada, en Italie, en Suède ou en Suisse. Aux États-Unis, les résultats sont partagés. Ces études sont difficiles à comparer, vu l'organisation souvent différente des marchés. De plus, elles portent souvent sur des périodes qui ont vu des changements importants dans l'organisation des cotations. Une réglementation passée en 2004 concernant les informations publiées permet d'aborder cette question avec un regard neuf. Les firmes américaines, selon l'article 2E du formulaire 10Q et de l'article 5C du formulaire 10K, doivent, depuis mars 2004, publier les nombres mensuels d'actions rachetées dans le cadre de programmes et fournir une indication sur les prix moyens. Ainsi, les auteurs ont pu, sur la période 2004-2010, pour l'univers des sociétés suivies par les banques de données CISP et Compustat, télécharger auprès de la SEC ces documents et, après un travail manuel important de contrôle, constituer un fichier original. Les rachats d'actions ne sont pas effectués uniquement à l'initiative des firmes dans le cadre de rachats. Ils peuvent concerner aussi d'autres éléments de politique financière, comme l'exercice de stock options. L'intérêt de cet échantillon est de fournir une identification précise des rachats effectués dans le cadre de programmes pour une population suivie large, 6150 firmes, dont 2930 concernés par ces rachats, avec des observations mensuelles et donc nombreuses. 106 898, dont 50 204 concernant des rachats pour cet échantillon. Pour mettre en évidence l'influence éventuelle des rachats sur la liquidité, Hillert, Mott et Obenberger estiment des modèles de régression où une mesure de liquidité est régressée sur une variable instrumentale pour les rachats. Ici, deux instruments ont été utilisés, à savoir la taille du programme et son avancement dans le temps, ces deux instruments étant non affectés par la liquidité, mais influençant l'intensité des rachats. Des effets fixes par firme et par période, des variables de contrôle, et la valeur décalée de la liquidité
sont également introduits dans ce modèle. De manière symétrique, les auteurs régressent les mesures d'intensité de rachat sur des variables instrumentales de liquidité. Ici, deux instruments sont utilisés, à savoir la liquidité observée dans la période pour les titres non concernés par les rachats et l'écart entre le cours du titre et la valeur de 30 $, considéré comme optimal pour la liquidité du marché. De même, des effets fixes par firme et période, ainsi qu'un vecteur de variables de contrôle, sont également introduits. Hillert, Mott et Obenberger utilisent en parallèle trois mesures de liquidité. La première est celle du spread en pourcentage du milieu de la fourchette. En réalité, moyenne pondérée des spreads observés dans la journée. La seconde est la mesure utilisée par Riordan et Storkenmayer, qui prend en compte la variation absolue du milieu de la fourchette dans les 5 minutes qui suivent une transaction. Enfin, la mesure d'Amiud est égale au rendement absolu quotidien divisé par le volume de transaction. L'intensité relative des rachats est égale au ratio du nombre d'actions rachetées dans le mois sur le nombre d'actions en circulation. Pour la première équation, variable dépendante liquidité, les variables de contrôle prennent en compte des caractéristiques des firmes, du marché du titre, du programme de rachat, caractéristiques qui sont toutes susceptibles d'être associées à la liquidité de l'action. De plus, pour tenir compte de la forte autocorrélation des variables décalées d'une période, sont introduites rendement, volatilité et volume. Pour la seconde équation, celle concernant les rachats, les variables de contrôle prennent en compte des caractéristiques des firmes, les contraintes financières, les caractéristiques de l'exercice du programme de rachat, toutes caractéristiques qui sont susceptibles d'être associées à la décision de rachat. De plus, pour tenir compte des réactions à l'histoire récente du cours du titre, les rendements passés au cours des 3 derniers mois sont également introduits. Les estimations du premier modèle de régression montrent que plus les rachats sont importants, moins élevés sont les spreads, les impacts sur les cours ou les mesures d'Amiud, c'est-à-dire plus faible est l'illiquidité du marché. Tous les coefficients sont très significativement négatifs. En d'autres termes, les rachats ont un effet positif sur la liquidité et il n'y a pas trace en moyenne de détérioration de cette même liquidité. Le résultat précédent n'est que moyen et il peut cacher le fait que certaines firmes détruisent par des rachats agressifs de la liquidité. Pour tester cette hypothèse, les auteurs font intervenir des variables d'interaction qui permettent de distinguer le cas des entreprises qui disposent de beaucoup de cash et les autres. Même pour ces premières, le coefficient n'est jamais positif. Il reste négatif, mais avec une force plus faible. En l'occurrence, ces firmes contribuent moins à la liquidité du marché. Les estimations du second modèle de régression mettent en évidence une aptitude des dirigeants d'entreprise à choisir le bon timing dans leurs opérations de rachat. Tous les coefficients sont très significativement négatifs. En d'autres termes, quand l'illiquidité est grande, les opérations de rachat sont moins intenses et elles sont certainement différées. Ces résultats ne concernent que l'effet de la liquidité considérée comme purement exogène. Il reste une question. Les dirigeants tentent-ils d'affecter la liquidité à travers leur rachat? Hillert, Mott et Obenberger font intervenir dans les modèles de régression des variables traduisant l'état du marché. Si leur timing reste présent, coefficient négatif associé à la variable liquidité,
l'intensité de leur rachat est influencée positivement par l'importance des positions à découvert. Un état faible du marché à ce moment-là, rendement inférieur au rendement médian, volatilité plus forte que sa médiane. Les firmes, en quelque sorte, fournissent de la liquidité quand la pression à la vente peut détériorer à court terme les cours. Les auteurs s'intéressent également au contenu informationnel de ces rachats et à son effet potentiel sur la liquidité. Ils estiment ce contenu à travers les rendements anormaux cumulés, observés soit lors de l'annonce de programme, soit le mois suivant les rachats. Ils montrent que lorsque ces effets sont élevés, il n'y a pas de destruction de liquidité. On aurait pu penser que l'asymétrie d'information manifeste à ce moment-là puisse se traduire dans des spreads plus importants. En fait, les firmes paraissent se comporter comme des traders patients fondant leurs interventions sur leur jugement à long terme. En conclusion, Hillert, Mogg et Obenberger apportent dans leur étude des évidences comme quoi les rachats d'actions ne détériorent pas la liquidité des titres, car les firmes agissent comme de grands agents patients, confiants dans leur information sur le long terme et avec une faible exigence d'immédiateté. Au contraire, ces firmes procurent de la liquidité, même quand elles ont beaucoup de cash à dépenser ou sont arrivées à la fin de leur programme de rachat. Ceci n'empêche pas, bien au contraire, ces entreprises de se soucier des coûts de transaction qu'elles supportent à l'occasion de la mise en œuvre de ces rachats. Elles choisissent d'intervenir quand la liquidité est satisfaisante, quand elles n'auront pas à pâtir de spreads désavantageux, quand leurs achats ne vont pas provoquer de hausse non souhaitable du cours du titre boursier.